Maintenant, la question de l'engagement en tant que tel. Donc, oui. À l'inverse, quelles sont les conséquences d'une surprotection parentale pendant l'enfance? Et dans la question de la surprotection, oui, c'est vrai que parce que cette surprotection, à un moment donné, il faut que l'autre aussi fasse ses propres expériences. Ça se rejoue. Si j'étais moi-même surprotégé, du coup, je vais surprotéger mon conjoint pour que vraiment, ouais, il lui arrive rien. Et non, et non, parce que c'est pas ça qui est bon. Donc là aussi, on va reproduire dans le couple ce qu'on a pu vivre de surprotection, pensant que c'est ça aimer. Non, aimer, c'est que l'autre aussi fasse ses propres expériences. Surtout là, dans le couple, vous êtes face à un adulte. Donc vous n'avez pas besoin de le surprotéger. Je veux dire, ouais, je ne sais pas comment ça va se passer à la maison, etc. Il vient à la maison, tout de suite je suis en train de, sur le qui-vive, que ça se passe bien avec les parents, que ceci, etc. Voilà. Non, non, dès qu'il met, dès qu'on le, parce que ça développe la surprotection, ça développe des personnalités très empathiques, mais trop empathique, d'une certaine manière, qui ne laisse pas l'autre aller son chemin. Oui, la- 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 le chemin de crête est exigu, hein, c'est vraiment la porte étroite. C'est de dire ou le trop ou le pas assez. Hein, le trop et le pas assez, bon, dans nos attitudes, parce que nous sommes aussi blessés, ben, le trop et le pas assez, c'est quelque chose qui. Et le juste milieu, on a parlé de la vertu hier, hein, in virtus, in medium stat virtus, c'est-à-dire que la vertu, c'est le juste milieu. Mais ça, le juste milieu n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Donc, mais merci d'avoir posé cette question d'en faire trop, hein, pour protéger l'enfant, ce qui fait aussi, et c'est là aussi important, j'en parle dans le bouquin, du rôle du père. Parce que le père, c'est ce qu'on appelle le tiers séparateur. Le père, c'est le tiers séparateur, c'est-à-dire c'est celui qui permet, qui descotche d'une certaine manière mère et enfant. Hein, c'est plutôt la psychanalyse qui a travaillé ça. Donc le tiers séparateur qui fait que, voilà, il dit, écoute, il envoie un signal à son épouse, il envoie un signal à l'enfant disant, cette femme-là qui est ta maman, mais c'est d'abord mon épouse, donc tu n'as pas à t'en occuper. Non mais c'est important, c'est-à-dire que l'enfant est rassuré. Ah ok, quelqu'un s'occupe de maman. Hein, et donc, et le tiers séparateur permet aussi à l'enfant de faire ses expériences. Je me rappelle à quelqu'un qui était dans la marine canadienne qui disait: je serai toujours reconnaissant à mon père au cœur de la guerre, alors que les convois entre l'Amérique et l'Europe se faisaient décimer par les sous-marins allemands. Il m'a dit: si tu veux t'engager dans la marine canadienne, tu t'engages dans la marine canadienne, en sachant ce qu'il pouvait. Mais dit, je serai toujours reconnaissant à mon Père. Et puis, j'allais dire, au niveau, quand on contemple la vie de Jésus, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Alors, peut-être pas obligé d'aller jusque-là dans l'offrande de votre conjoint et dans vos futurs enfants, parce que c'est une vocation particulière, mais c'est intéressant, le tiers séparateur, le Père, justement, c'est ce qui permet de prendre confiance, parce que quand il y a surprotection, il y a un manque de confiance en soi après. Il y a un manque de confiance en soi. Donc, on est trop empathique, on en fait trop pour l'autre pour que ça se passe bien. On a peur du conflit. On retombe dans une forme d'anxiété d'une certaine manière. Hein. Euh, pensant bien faire. Toujours. Il n'y a pas de jugement moral là-dessus. On pense, on pense toujours bien faire. Si ce n'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est bon. D'autres questions sur oui, théorie de l'attachement? Avez-vous observé des schémas récurrents relatifs aux derniers de la famille? Alors les derniers de famille, c'est les rayons de soleil. Ouais, c'est- alors oui, c'est marrant parce que quand je vous dis ça, ce que j'ai appris dans les derniers de famille, les aînés, les aînés, on les appelle les dockers. Les dockers, c'est ceux qui portent, les aînés. Et les derniers de famille, c'est un peu en mode rayon de soleil, quoi. Donc, où déjà les parents ont essayé des tas de techniques d'éducation, mais ont plus ou moins lâché prise, parce qu'ils ont vu que ça marchait plus ou moins. Euh, alors, il faut voir, est-ce que le dernier de famille a été éduqué comme un enfant seul d'une certaine manière, donc un enfant unique, parce qu'il y a.
Oui, oui, oui. Déjà, la mère. Alors, tout dépend si comment ça s'étage entre les âges des enfants. Et la mère n'a pas forcément la possibilité de répondre à toutes les sollicitations, c'est vrai. Mais parfois aussi, il y a des aînés, des petits tardillons qui arrivent bien après. Et l'avant-dernier a peut-être 5, 6 ans de plus que le dernier. Donc, oui, mais ce qui est assez intéressant comme figure d'attachement, du coup, il y a plus de figures d'attachement. C'est-à-dire qu'il y a les frères et sœurs qui sont là et alors, qui ne remplacent pas les parents, on est bien d'accord. Il ne faut pas être petite, surtout les filles ne sont pas petites mamans. Ça, on a vu avec la parentification, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, voilà, sauf si vraiment, sauf s'il y a de la maltraitance. Là aussi, la maltraitance, ça rajoute une couche supplémentaire, évidemment, dans la blessure d'attachement. Mais j'ai pas, en tout cas, dans cette, la psychologie ne travaille pas sur, en tout cas, j'ai rien lu là-dessus, où les derniers de famille souffraient plus que d'autres de blessures d'attachement. En tout cas, j'ai rien lu là-dessus. Je sais pas, ça m'a pas. Non, c'est un peu, voilà, c'est pas du tout les mêmes difficultés. Voilà, c'est sûr qu'on est à rebelote dans les couches, rebelote dans les trucs, etc. Mais déjà, les parents sont quand même assez experts dans le truc, donc ils savent comment gérer les bains, les machins, etc. L'important, c'est qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit là. Ce qui est complexe, vous voyez, c'est les personnes qui n'ont pas de joie, et ça, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, mais il y a trop de personnes qui s'occupent c'est-à-dire que tu as la nounou de 8h, ou la crèche de 8h à 16h30, de 16h30 à 20h la babysitter, et à 20h la maman rentre, voilà, et c'est pas toujours les mêmes personnes. C'est complexe. Parce que qu'on le veuille ou non, beaucoup de la charge mentale, alors c'est culturel, c'est possible, mais ça peut être aussi naturel, la charge mentale de l'enfant repose beaucoup sur les femmes. Et donc, voilà, je me dis, quid de ces questions-là. Alors, ça veut dire la vie pro aussi, donc savoir avec ça. Donc, voilà, c'est à vous de jongler, à vous de mettre les priorités aussi, parce que si faire élever ses propres enfants par les autres, bon, ça peut être, on peut donner un coup de main, mais si c'est très régulier, et surtout dans les premières années, et puis il n'y a pas beaucoup de temps, il y a 6 mois de congé mat, 6 mois qui englobent les dernières semaines de grossesse aussi, donc ça fait 4 mois. Donc le petit à la crèche à 4 mois, c'est quand même jeune, quoi. Donc voilà, ensuite il peut y avoir des congés parentaux. Vous voyez, je pense en Allemagne, c'est 1 an. C'est 1 an de congé mat parce qu'ils ont eu des problèmes avec la natalité, etc., la démographie, donc ça pousse beaucoup, quoi, pour faciliter la vie des parents avec des crèches dans les entreprises, des grandes entreprises, etc. Donc voilà, donc c'est plutôt ça la difficulté, de dire que quand il y a eu trop de figures d'attachement, il y a peut-être pas, ensuite il n'y a pas assez de sécurité. Oui. Que penser du rôle du père? C'est intéressant de voir que le père, c'est une fonction, qu'on appelle fonction symbolique. C'est-à-dire que symbolique, non pas comme l'euro symbolique, c'est un symbole, c'est de quelqu'un qui prend soin de l'autre parent. De quelqu'un, alors si dans ce cas de figure, c'est le père, mais qui était présent, parce que aussi il y a des pères avec un grand instinct maternel, mais qui étaient présents dès le début, identifiés comme là. Voilà, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut être voir un héros imaginaire, mais qui fait office pour l'enfant dans son imaginaire de celui qu'il protège. Donc je trouve que faut pas forcément durcir les choses. Parce que la vie fait que, pour X raisons, le papa est à la maison et le vit très bien, et la maman a une vie professionnelle plus active. Bon, ben c'est un choix de couple. Mais encore une fois, la fonction paternelle, c'est lié aussi à une fonction symbolique. Donc c'est intéressant de dire que ça représente quelque chose. Il y a quelqu'un qui prend soin de l'autre parent, hein, et quelqu'un qui mettra, ben non, c'est d'abord mon époux, mon épouse, avant d'être ton papa, ta maman. Donc je ne vois pas ça forcément comme une difficulté. C'est pas forcément. Voilà, c'est parce qu'il y a les circonstances de la vie qui sont là, quoi. D'autres questions sur cet attachement? On va voir donc la question de l'engagement. Donc vous avez bien vu la difficulté qu'on a, et on les tous plus ou moins, encore une fois, les engagements sécures dans l'amour, le juste milieu, c'est quand même compliqué. Les parents font de leur mieux, mais bon, aussi nous-mêmes, nous sommes blessés, et voilà, on voit bien qu'on
on transmet involontairement aussi des blessures, etc. Donc réfléchir maintenant sur l'engagement en tant que tel. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un engagement, hein? Un engagement, c'est pour se donner et pour recevoir. C'est le lieu dans l'ADN. C'est intéressant la question de l'engagement, qui n'est pas le cas, en tout cas de l'engagement dans le mariage, n'est pas le cas de la majorité de nos contemporains. Vous savez que 66% des enfants naissent hors mariage civil. 66% des enfants naissent hors mariage civil. Donc la question du mariage, même civil, ne fait pas recette. Donc, parce que c'est peut-être plus non plus notre société avec cette manière de voir la personne humaine dans une logique de don. Parce que nous, on voit ça comme une logique de don, parce qu'à l'image, à la ressemblance d'un Dieu qui est amour, qui est Dieu qui est don. Donc du coup, on a cette manière de voir la personne humaine en relation avec Dieu, qui est Trinité, qui est communion de personnes. Donc on a dans notre ADN de croyants le fait qu'on est fait pour rentrer dans une logique de don, hein, donc, et de recevoir l'autre. Pourquoi s'engager? Pour mûrir humainement et spirituellement, hein, et puis pour exercer ma liberté. Je trouve c'est important de se décentrer de soi-même, parce que il y a des forces qu'il faut parfois, et encore plus, vous voyez, avec les blessures de l'attachement, qui font que la personne se ressente sur elle-même et ne fait pas confiance. C'est un acte de confiance, hein. Vous avez dans l'Écriture, nul ne vit pour soi-même. Voilà, c'est nul ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, je trouve ça intéressant de dire, voilà, c'est ce décentrement, parce qu'en nous, il y a parfois des forces où on est trop centré sur nous. Mais encore une fois, attention, trop et pas assez. Le juste milieu. On ne va pas se perdre dans soutenir, régler les problèmes des autres en étant sauveur. Au fond, un dernier point sur pourquoi l'engagement, c'est pour être heureux, hein. L'engagement est une clé du bonheur. Nous voyons ça, celui qui donne reçoit aussi beaucoup.